Il existe une réplique qui traverse le temps comme une lame froide dans l'obscurité. Une seule phrase prononcée dans l'ombre d'un film sorti en 1995 et qui continue de résonner dans les os de ceux qui l'ont entendu. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un monument du cinéma criminel, 20 faits troublants, presque effacés de la mémoire collective, plus un bonus si déroutant qu'il aurait failli ne jamais être révélé. Des secrets de tournage, des erreurs de casting évitées de justesse, des vérités cachées dans chaque scène. Abonnez-vous, likez, commentez, parce que ce que vous allez découvrir mérite d'être partagé. Restez. La vérité sur It commence maintenant. Numéro 1. Certains chefs-d'œuvre ne naissent pas, ils mûrissent. Michael Mann a couché la première version de ce scénario sur le papier en 1979, soit 16 ans avant que les caméras ne tournent. Hollywood n'était pas prêt pour une œuvre aussi lente, aussi humaine, aussi précise dans sa façon de dépeindre des hommes au bord du gouffre. Mann a rangé le texte, l'a repris, l'a poli dans l'ombre, attendant le bon moment avec la patience d'un prédateur. C'est le succès du dernier des Mohicans en 1992 qui a finalement ouvert les portes des studios. Quand De Niro et Pacino ont signé, le scénario avait vieilli comme un acier trempé. 16 ans de silence pour forger l'un des films les plus importants de l'histoire du genre. Numéro 2. Neil Macaulay n'est pas une invention. Derrière ce personnage, au regard épuisé, se cache un vrai criminel. Un ex-détenu d'Alcatraz qui avait déjà passé 25 ans derrière les barreaux quand le détective Chuck Adamson le traquait à Chicago en 1964. Adamson et Mann sont devenus amis et le policier a tout transmis, chaque détail, chaque silence, chaque rouage de la mécanique criminelle de Macaulay. Le braquage de fourgons blindés, le coup de la perceuse à diamant, l'opération abandonnée en pleine exécution, tout cela vient de faits réels. Macaulay a finalement été abattu lors d'un braquage dans une épicerie. Quand De Niro traverse l'écran avec cette lassitude dans les yeux, il ne joue pas un personnage de fiction, il ressuscite un fantôme. Numéro 3. Avant d'être un monument, It a été un échec. Peu de gens s'en souviennent, mais ce film a d'abord existé sous une forme beaucoup plus humble. Un téléfilm quasi anonyme réalisé en 1989 intitulé La Takedown. Mann avait tenté de vendre son scénario de 1979 comme pilote de série télévisée. Le réseau a refusé de commander la suite. La plupart des cinéastes auraient définitivement tourné la page. Mann, lui, a vu dans ce ratage une répétition générale. Il a repris ce même script mot pour mot 6 ans plus tard, comme fondation du vrai film. Chaque légende visible à l'écran dans It doit donc son existence à un projet que personne n'a regardé. Numéro 4. La scène du diner est la colonne vertébrale du film. La première fois dans l'histoire du cinéma que Pacino et De Niro partagent réellement un cadre. Et pourtant, ils ne l'ont jamais répété. C'est De Niro lui-même qui a imposé cette règle, convaincu que toute préparation aurait aseptisé la vérité du moment. Mann a immédiatement compris. Alors, vers 1h du matin, 2 des plus grands acteurs vivants se sont assis face à face pour la première fois devant les caméras, sans filet. Cette tension sourde, ces micro-réactions imperceptibles, cette familiarité étrange entre 2 inconnus, tout cela surgit d'une seule prise, la 11e. Ce n'était pas du jeu d'acteur, c'était l'histoire qui se fabriquait en direct. Numéro 5. Pendant des décennies, une rumeur tenace a circulé. Pacino et De Niro auraient été filmés séparément, leurs plans montés ensemble pour simuler une confrontation qui n'aurait jamais vraiment eu lieu. Mann a tué ce mythe définitivement. Il a révélé avoir utilisé 3 caméras simultanées à l'intérieur du restaurant Kate Mantellini. 2 caméras en contre-champ, une caméra de profil au centre. Cette dernière n'a même pas été retenue au montage car elle brisait l'intimité émotionnelle de la scène. Les 2 acteurs étaient à quelques centimètres l'un de l'autre pendant toute la durée du tournage, respirant le même air, les yeux dans les yeux. Une photographie conservée dans ce restaurant l'atteste, ils étaient là, ensemble, réellement. Numéro 6. Val Kilmer dans la peau de Chris Shiherlis semble une évidence absolue. Pourtant, il a d'abord refusé le rôle. Contraint par un contrat qui l'obligeait à enfiler le costume de Batman pour Batman Forever. Mann a avancé.
et Keanu Reeves a été officiellement casté. Puis, au dernier moment, le calendrier de Kilmer s'est libéré. Mann n'a pas hésité une seconde. Danny Trejo raconte qu'à son arrivée sur le plateau, Kilmer se vantait d'avoir refusé 40 millions de dollars pour porter la cape du Chevalier Noir, avant qu'un assistant de production lui tende un masque de ski pour la scène du braquage, quelques secondes plus tard. L'ironie du cinéma servit sans crier gare. Numéro 7. Danny Trejo n'a pas eu besoin qu'on lui explique ce que signifie vivre à l'ombre des barreaux. Il a lui-même été incarcéré à Folsom State Prison, la même prison évoquée dans le passé de Macaulay. Quand il est arrivé sur le plateau de Heat, il ne jouait pas un homme en endurci. Il était cet homme. Mann avait organisé des dîners secrets pour ses acteurs avec de vrais criminels de carrière, pour que chacun absorbe leur code, leur silence, leur manière d'occuper l'espace. Trejo, lui, n'avait pas besoin de ce tour guidé. Il en était la destination. Cette authenticité traverse chaque plan et elle est l'une des raisons pour lesquelles Heat ressemble encore aujourd'hui davantage à un documentaire qu'à une fiction. Numéro 8. Mann ne voulait pas que ses acteurs jouent des policiers ou des criminels. Il voulait qu'ils les fréquentent vraiment. Pendant les mois précédant le tournage, il a organisé des dîners dans un restaurant discret de Los Angeles où se côtoyaient habituellement des inspecteurs du LAPD et des cambrioleurs confirmés. Un soir, Pacino et les acteurs incarnant les forces de l'ordre ont dîné avec de vrais officiers. Un autre soir, De Niro, Kilmer et leurs complices à l'écran ont partagé un repas avec de vrais voleurs professionnels. Personne ne parlait pour remplir le silence. On regardait, on écoutait, on mémorisait le langage corporel, les non-dits, la façon dont ces hommes occupent une pièce. Heat ne représente pas le crime et la loi, il les reflète. Numéro 9. Il existe un plan dans la fusillade du centre-ville de Los Angeles où Val Kilmer recharge son fusil avec une précision si froide, si mécanique, si absolument parfaite sous le feu, que ce geste de quelques secondes a été intégré dans les programmes d'entraînement réels des Marines américains. Kilmer l'a lui-même confirmé, évoquant un instructeur qui aurait dit à ses recrues que si elle ne pouvait pas changer un chargeur aussi vite que cet acteur, elle n'avait rien à faire dans son unité. Mann avait confié la formation aux armes à Andy McNabb, ancien membre des forces spéciales britanniques SAS. De vrais soldats ont donc étudié un geste né dans un studio hollywoodien. Difficile d'aller plus loin dans la quête d'authenticité. Numéro 10. Avant de charger une seule arme devant une caméra, la totalité du casting a suivi 3 mois complets d'entraînement militaire réel. Le programme, conçu par Andy McNabb et l'expert en armes à feu Mick Gould, débutait par une journée entière consacrée exclusivement au protocole de sécurité. Aucune munition réelle. Progressivement, les acteurs ont été transformés en quelque chose qui ressemblait à de vrais professionnels tactiques. Mann est allé jusqu'à reconstituer à l'échelle réelle le décor de la fusillade du centre-ville sur un stand de tir du shérif pour que tout le monde puisse répéter la scène entière avec des munitions réelles avant de la tourner. Ceux qui croyaient déjà savoir manier une arme ont rapidement revu leur jugement. Numéro 11. Dans la quasi-totalité des films d'action, les coups de feu entendus à l'écran sont ajoutés en post-production, des sons synthétiques plaqués sur des images muettes. Mann a refusé cette facilité pour la fusillade de la banque. Il a exigé que chaque détonation soit captée en direct dans les rues réelles du centre de Los Angeles, des microphones positionnés avec soin tout autour des bâtiments pour capter le claquement des tirs et leur réverbération naturelle contre le béton et le verre de la ville. C'est pour ça que cette séquence ne ressemble à aucune autre dans l'histoire du cinéma. Elle n'agresse pas les oreilles, elle les dévaste. Mann aurait utilisé entre 800 et 1000 cartouches à blanc par prise. Aucun film depuis n'a reproduit ce niveau de réalisme sonore. Numéro 12. Dans les premières versions du scénario, le lieutenant Vincent Hanna n'était pas simplement un policier obsessionnel, c'était un cocaïnomane. Cette dimension a été retirée du script définitif, mais jamais de la performance. Pacino a révélé plus tard qu'il avait continué à jouer Hanna comme un homme sous influence, de façon implicite, invisible, enfoui dans chaque explosion de rage, chaque monologue déstabilisant, chaque interrogatoire qui part en vrille.
Toutes ces scènes que l'on pensait être de l'excès de jeu trouvent soudainement une logique implacable. Pacino n'a jamais brisé ce secret. Il l'a dissous dans sa performance et seuls les spectateurs les plus attentifs peuvent encore le sentir remonter à la surface. Numéro 13. L'une des répliques les plus citées du film n'existait pas dans le scénario. Lors de la scène d'interrogatoire avec Hank Azaria, Pacino lâche soudainement une ligne explosive qui a figé toute l'équipe sur place. Azaria a confirmé que cette sortie était entièrement improvisée, qu'elle l'avait réellement terrifié sur le moment. Sa réaction de stupéfaction visible à l'écran n'est pas du jeu. C'est de la peur authentique, brute, non filtrée. Pacino a déclenché quelque chose d'incontrôlable dans une scène qui devait être cadrée, et Mann a gardé cet instant de chaos pur dans le montage final. Parce que la vérité, même accidentelle, se reconnaît toujours. Numéro 14. Michael Mann n'était pas le premier choix pour diriger son propre scénario. Il a d'abord proposé la chaise du réalisateur à Walter Hill, le cinéaste derrière 48 heures, The Warriors et The Driver, dont le style urbain et sec semblait parfaitement s'accorder à l'univers qu'il avait imaginé. Hill a refusé. D'autres noms ont été contactés, personne n'a accepté. Après des années de tentatives avortées, Mann a finalement compris qu'il était le seul à avoir intégré chaque silence, chaque regard, chaque respiration de ce texte dans sa chair. Il a pris la caméra à contre-cœur, et c'est précisément cet attachement viscéral aux matériaux qui a donné au film son atmosphère froide et irremplaçable. Numéro 15. Pendant des années, des cinéphiles du monde entier ont fait le voyage jusqu'au 9000 Sand, un Wilshire Boulevard à Beverly Hills. C'était l'adresse du Kate Mantellini, le dîner chic où Pacino et De Niro ont tourné leur confrontation légendaire. Des inconnus demandaient à s'asseoir à la table exacte, se photographiaient en silence, rejouaient la scène du bout des lèvres, un pèlerinage discret rendu à deux fantômes assis face à face. Le restaurant a fermé définitivement ses portes en 2014, après 27 ans d'existence. La banquette a disparu, le lieu subsiste, mais le rituel est mort. Ce qui reste, c'est le film, et paradoxalement, cette disparition rend la scène encore plus intouchable. Numéro 16. Elliot Goldenthal avait composé une pièce orchestrale spécialement conçue pour la scène finale. Cet instant dévastateur sur le tarmac de l'aéroport. Deux hommes que tout opposait, et qui se tiennent finalement la main dans l'obscurité. Mais au montage, Mann a suivi une autre intuition. Il a glissé à la place un morceau électronique signé Moby, d'une beauté planante et presque sacrée. La scène a changé de nature en quelques secondes. Elle ne racontait plus la mort d'un homme, mais quelque chose de cosmique. Goldenthal a récupéré sa composition pour un autre film la même année. Et Mann a offert au cinéma l'un de ses plus parfaits mariages entre image et musique. Une décision de dernière minute qui a transformé une fin en icône. Numéro 17. Si The Dark Knight ressemble à un film de crime déguisé en film de super-héros, ce n'est pas un accident. Christopher Nolan a publiquement nommé Heat comme l'influence principale de son chef-d'œuvre de 2008. Le braquage d'ouverture, les masques changeants, Gotham traité comme une vraie ville plutôt qu'un décor stylisé, tout remonte à Mann. Nolan est allé jusqu'à caster William Fichtner, qui jouait le directeur de banque dans Heat, dans le même rôle au début du Dark Knight. Un hommage discret, mais délibéré d'un cinéaste à celui qui l'a formé, même à distance. Heat n'a pas seulement influencé un film, il a reconfiguré une manière entière de penser le genre. Numéro 18. Quand Ben Affleck préparait son film de braquage The Town, en 2010, il a mené un travail de recherche rigoureux, des entretiens avec de vrais criminels et de vrais policiers. Les deux camps lui ont dit exactement la même chose, que Heat était le film le plus précis, le plus respecté, jamais réalisé sur ce milieu. Des braqueurs réels l'étudieraient pour ses tactiques. Des agents de la loi l'utiliseraient pour ses procédures. Affleck a reconnu publiquement que c'était l'étalon qu'il tentait d'atteindre. Rares sont les films qui obtiennent ce type de reconnaissance simultanée des deux côtés d'une ligne de front. Heat n'a pas simplement diverti, il a réécrit les règles d'un genre entier. Numéro 19. Pour préparer le braquage de la banque, Mann n'a pas remis un scénario à ses acteurs. Il les a envoyés sur le terrain, De Niro, Kilmer
et Tom Sizemore sont entrés dans une vraie banque en activité à Century City, avec l'accord de l'équipe de sécurité de l'établissement, et ont méthodiquement étudié les lieux comme de véritables professionnels du vol. Les caméras, les issues, les positions des caissiers, le flux des passants. Après leur sortie, Mann a récupéré les images de surveillance. Aucun des trois n'avait été repéré, puis il les a mis à l'épreuve, reconstitué de mémoire, sans notes, le plan exact de l'espace. Quand ils ont finalement tourné la scène, ils ne jouaient plus des voleurs, ils pensaient comme eux. Numéro 20. Quand Michael Mann a approché Mykelti T. Williamson pour le rôle du détective Drucker, Pacino est intervenu personnellement. Il a dit à Williamson, en face, qu'il avait été volé d'une nomination aux Oscars pour sa performance dans Forrest Gump, que son interprétation de Booba avait été ignorée d'une façon qui le mettait encore hors de lui. Pacino voulait Williamson dans ce film, en partie comme un acte de justice symbolique. Williamson a raconté cette histoire des années plus tard, lors d'un événement à l'Académie, la voix chargée d'émotion. Ce détail révèle quelque chose d'essentiel sur la façon dont ce film a été construit. Pas comme une mécanique de production, mais comme un acte de foi entre artistes qui se reconnaissaient mutuellement. Et maintenant, le bonus. Numéro 21. Kevin Gage incarnait Wayne Grow, le personnage le plus inquiétant du film, celui dont la simple présence à l'écran glaçait le sang. Sa performance était si totale, si viscérale, qu'elle a effacé son identité réelle aux yeux du monde. En 2003, Kevin Gage a été condamné à 2 ans de prison pour des affaires liées à la drogue. À son arrivée derrière les barreaux, quelque chose d'étrange s'est produit. Les autres détenus ne l'appelaient pas Kevin, les gardiens ne l'appelaient pas Gage. Pendant 2 ans entiers, à l'intérieur, comme dehors des cellules, tout le monde, criminel endurci et uniforme confondu, l'a appelé uniquement Wayne Grow. Son identité réelle avait été complètement absorbée par le rôle. Il y a des performances qui survivent à l'écran, et puis il y a celles qui continuent à vivre, même en prison. Heat n'est pas simplement un film. C'est une langue que le cinéma criminel n'a pas fini d'apprendre à parler. Du silence entre 2 coups de feu à 2 légendes enfin réunies dans le même cadre, chaque détail de cette œuvre porte le poids de décisions rares, obstinées, presque folles. Si vous êtes allé jusqu'ici, vous faites partie de ceux qui regardent vraiment, pas juste ceux qui voient. Alors likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne manquer aucune plongée dans les coulisses du grand cinéma, et dites-nous en commentaire quelle scène de Heat continue de vous habiter. Le dîner, la fusillade, ou ce tarmac dans la nuit où tout s'arrête. On est là pour en parler.